Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve ce matin pour le dernier webinaire avant la pause estivale. Alors, pour les habitués de nos webinaires, je vous rappelle que vos micros sont coupés. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc pour le bon confort auditif, je vous invite à bien conserver vos micros coupés. De fait, pour poser vos questions aux intervenants, et je vous invite vivement à le faire si vous avez des questions à leur poser, utilisez plutôt le mode écrit. Il y a l'espace de discussion, le chat qui est à disposition et je me ferai lire auprès de nos deux intervenants du jour pour leur poser vos questions. Dernier point, ce webinaire, comme à l'habitude, est enregistré et donc si vous souhaitez le visionner ou partager, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de Bâtilab. Donc, il y aura parfois des petits parasites audio le temps que les gens se connectent et coupent leur micro. Donc, excusez-nous pour ce petit souci technique. C'est un peu plus calme. Alors, le sujet du jour, on se retrouve ce matin pour parler de la rénovation passive. Gros sujet, on a déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises de parler de la conception passive, mais pas tant que ça de la rénovation. Et donc ce matin, nous avons proposé à nos deux intervenants du jour, donc Johan Poulazan de Bâtiterme Conseil et Jean-Charles Castric, architecte, de venir nous parler de la rénovation en passif et de détailler tout cela à travers le retour d'expérience de la rénovation d'une longère en pierre. Je vous passe la parole, je crois que c'est Johan qui démarre. Je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure pour les échanges et les questions. Donc moi je suis Jean-Charles Castric, je suis architecte des PLG à Quimper et je me suis formé au passif avec Abibois en 2015. Voilà. Et donc, Johan Poulazan, je suis un ingénieur thermicien, certifié et qualifié concepteur de bâtiments passifs européens, et je travaille au sein du bureau d'études Bâtiterme Conseil, donc spécialisé dans la conception passive, et à Quimper, dans le Finistère. Donc on va vous présenter la rénovation passive, quelques principes clés. Donc Johan va d'abord commencer par développer les généralités avec les critères du passif en rénovation, ce qui est il y a quelques particularités par rapport au neuf. Et après, on développera un retour d'expérience sur la rénovation passive d'une longère en pierre que j'ai réalisée sur Quimper. Et il y aura enfin un temps d'échange et de conclusion. Donc, les critères du passif en rénovation, donc, on va essayer d'aller assez vite, même pour juste présenter globalité, avant d'attaquer dans le retour d'expérience. Donc, avant d'attaquer directement les critères, moi j'aime bien savoir en fait quels sont les préalables à la conception passive. Donc on parle souvent d'une conception bioclimatique. En neuf, c'est forcément plus simple à faire que sur un bâtiment existant, mais c'est savoir orienter le bâtiment, créer des ouvertures de façon à capter les apports solaires au maximum en hiver et savoir s'en protéger l'été. On peut aussi réaliser un travail sur l'inertie du bâtiment, donc la masse aussi, qui permet de stocker de la calorie en hiver ou des frigories en été. On travaille aussi et souvent dans le passif sur une compacité. En fait, la compacité du bâtiment joue énormément. Ça joue sur les ponts thermiques du fait de la géométrie. Ça va jouer sur les surfaces déperditives qui sont limitées au maximum. Donc, voilà ce qu'on entend un peu par conception bioclimatique quand on travaille dans le passif. Ensuite, gros travail sur l'enveloppe. Donc, on vise une très haute performance, des parois opaques très bien isolées. Donc, on parle d'un coefficient U, donc un flux de chaleur au mètre carré par différence de degré de température inférieur à 0,15. Donc, finalement, c'est, on va dire, une isolation très, très, très poussée des murs, du plancher bas, de la toiture, au-delà de ce qu'on peut nous retrouver un peu classiquement dans la réglementation thermique existante. C'est des parois vitrées très haute performance, donc à la fois les châssis et les vitrages sont choisis pour avoir une performance mise en œuvre très, très réduite. Donc souvent là-dessus, on vient travailler sur du triple vitrage pour pouvoir vider ces facteurs-là, puisqu'on sait que le poste menuiserie reste un des principaux postes déperditifs d'une maison.
Un traitement optimal des ponts thermiques et de l'étanchéité à l'air, ça on va le détailler un peu plus tard. Une étanchéité à l'air de l'enveloppe très soignée. Donc là, c'est là-dessus qu'il y a un gros travail par rapport aux standards en réglementation Aéro 2020, par exemple. On va viser sur une maison quelque chose de 4 à voilà, environ 4 fois plus étanche que ce que demande l'Aéro 2020 avec le Cube 4. Et ensuite, on va dire l'organe principal du passif, c'est une ventilation adaptée. Donc c'est une double flux avec récupération de chaleur. Donc un haut rendement qui permet de récupérer les calories sur l'air extrait en hiver. L'idée, c'est d'assurer un dimensionnement adéquat de l'équipement pour assurer le renouvellement d'air hygiénique des occupants. Et voilà, assurer une bonne qualité de l'air intérieur, éviter tous les polluants et l'humidité ambiante. Donc, si on rentre purement dans les critères du passif en rénovation, du coup, on a le Passive House qui, lui, demande, donc pour du bâtiment neuf, un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh du mètre carré par an. C'est de l'ordre de 3 à 4 fois moins de besoin de chauffage qu'une maison conventionnelle RE 2020. Là où en standard rénovation, en fait, on a une modulation qui va de 15 à 30 kWh mètre carré par an. Donc, c'est une marge de manœuvre qui a été donnée par le Passive House du fait d'une complexité du bâtiment existant. On peut moins travailler généralement sur les ponts thermiques comme on veut. On s'adapte aussi à la surface habitable du logement, etc. Donc, et cette modulation-là, nous, par exemple, en Bretagne, en tout cas dans le Finistère et sur le projet dont on va vous parler, on vise plutôt un critère de 20 kWh du mètre carré par an pour le standard rénovation Enerfit. Il y a un critère alternatif, c'est une puissance de chauffe inférieure à 10 watts du mètre carré, donc ce qui serait peu pour 100 mètres carrés, c'est finalement que 1000 watts de puissance nécessaire en chauffage. Ensuite, on parle des consommations totales en énergie primaire non renouvelable, qui là est inférieur à 120 kWh du mètre carré par an, mais tout usage confondu. On vient aussi rentrer les équipements d'électroménager, donc le lave-vaisselle, la cuisson, etc. Donc là-dessus, c'est l'idée de viser la performance à tout niveau, sur l'enveloppe, sur les équipements énergétiques, mais aussi sur la façon d'occuper la maison, qui a un impact aussi sur les apports internes. Et on a une équivalence en fait du Passive House qui est l'énergie primaire renouvelable. Là-dessus, c'est souvent, c'est pareil, c'est inférieur à 60 kWh du mètre carré par an, modulable en Enerfit aussi, et avec différents niveaux, un classique plus ou premium, si jamais on cherche aussi à produire de l'énergie renouvelable sur site. Ensuite, le critère de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, donc le N50. Donc, c'est 0,6 renouvellement par heure lié aux infiltrations d'air sous 50 pascal. Ça, c'est pour un projet neuf. Et en Enerfit, on a une marge de manœuvre supplémentaire puisque du coup, on peut aller jusqu'à un volumeur lié à ces infiltrations sous 50 pascal. Voilà. Donc, on a aussi cette tolérance du fait souvent des points plus complexes à traiter en étanchéité à l'air. Et un volumeur reste quand même une très bonne étanchéité à l'air qui est souvent, il y a un gros travail de conception à faire pour l'atteindre. Et la fréquence de surchauffe, là, qui est valable pour du neuf ou de la rénovation, doit être inférieure à 10% des heures de l'année pour une température supérieure à 25 degrés. Donc, c'est vraiment avoir un bâtiment confortable toute l'année, surtout en été. Et généralement, nous, on essaye de s'approcher dans nos climats, donc zone Finistère-Bretagne, le plus possible des 0% de degrés de surchauffe, puisque on peut y arriver en travaillant bien sur la conception, les protections solaires du bâtiment et la surventilation au genre d'équipement. Et très rapidement, pour attaquer ensuite, finalement, quel est l'intérêt de faire du passif, en rénovation, mais en neuf, c'est valable aussi. C'est qu'on a un bâtiment confortable été comme hiver, donc 20 degrés toute l'année, pas de courant d'air, des températures de surface chaude. On a un bâtiment qui est pérenne et sain, que ce soit pour les usagers ou pour la structure aussi. Donc,
grâce aux critères du passif, on évite tout risque de développement de moisissure, grâce à un niveau d'étanchéité à l'air qui est poussé, l'absence de pont thermique, un travail sur la perspirance des parois. Et on a une hygiène à l'air très bonne du fait d'un équipement de VMC double flux qui permet un renouvellement d'air optimal. Et finalement, ce qui en découle, mais c'est pas le premier principe visé, c'est un bâtiment très économique, donc qui consomme très peu du fait d'un besoin de chauffage très faible, vu qu'on utilise les apports internes du bâtiment pour se chauffer principalement, et les apports solaires au maximum. Donc voilà, on essaye souvent d'installer des équipements, je dirais low-tech. On peut classer pour moi la VMC double flux dans le low-tech, étant donné que c'est uniquement deux ventilateurs qui tournent, comparé à des systèmes plus complexes où on doit aller sur du thermodynamique avec des réseaux hydrauliques type pompe à chaleur. Donc on peut s'éviter tout ça en faisant du tout électrique, par exemple. Et voilà, donc concevoir passif aujourd'hui, c'est pour moi éviter les sinistres et pas avoir à reprendre l'enveloppe du bâtiment sous quelques années, garantir le confort des occupants, et puis réduire la facture énergétique. Et puis c'est toujours anticiper les futures exigences réglementaires. Donc là-dessus, grâce au passif, on peut se prémunir de tous ces problématiques. Voilà pour la partie critères. Voilà, donc là, on va vous présenter donc un chantier qui est en cours. En fait, actuellement, on est au stade, la membrane d'étanchéité à l'air est en cours de pose. Mais on va pouvoir vous parler de la façon dont on a conçu le bâtiment. Donc le projet est situé à l'entrée de Quimper. Donc c'est une grande propriété qui a plusieurs bâtiments. Et mon agence a été missionnée pour rénover en passif les 3 bâtiments que vous voyez plutôt. Donc il y a le projet, donc la maison qui est en bas à droite, une grande longère aussi juste au nord, et après une maison principale dont on va s'occuper un peu plus tard. Donc moi, c'est un projet qui vont nous occuper pendant quelques années en fait. On y va bâtiment par bâtiment, et je pense qu'on va apprendre aussi de la première rénovation, va nous permettre d'être un peu d'optimiser les choses pour les prochains. Donc on a une orientation, donc c'est une longère traditionnelle en moellon guardée à la terre, très classique, hein, avec donc un plan rectangulaire. J'ai juste indiqué les surfaces 13 mètres par 6. La particularité, c'est que c'est un bâtiment de travail qui est orienté nord-sud. Donc on a, par rapport au passif, donc on a une particularité, on n'a pas de façade sud, on va dire. On a des pignons sud et nord aveugle, et le mur, donc le mur là, c'est la façade ouest que vous voyez, et donc la façade est est aussi complètement aveugle. Donc l'intérêt, au niveau forme, en fait, on a quand même un bâtiment qui est assez compact et qui est favorable pour faire du passif. Donc là, il y a quelques photos de l'intérieur. En gros, on se retrouve avec des murs en pierre, un plancher bois en état très moyen, et une charpente et une couverture assez récente des années 80 qu'on va conserver, quoi. Donc la surface de plancher existante est de 88-60, qu'on va pouvoir comparer avec la surface du projet. Donc le projet, donc là, je présente juste l'aménagement intérieur. Donc le projet, c'était une remise, ça n'a jamais été une habitation. Donc il y a cette particularité de passer d'un bâtiment de travail à un logement. Donc le programme est très très classique, hein, c'est entrée, cellier, WC, séjour, chambre 1 au rez-de-chaussée, et puis un étage sous la toiture. Donc on a pris la décision de remplacer le plancher existant, donc il est complètement supprimé, pour des questions de hauteur et donc d'optimisation de l'utilisation du R+1, et aussi pour des questions de pont thermique dont on va parler un peu plus tard. En fait, ça nous permet d'optimiser les ponts thermiques du plancher. Et puis après, donc on perce au nord pour l'entrée.
on perce côté est pour apporter de la lumière le matin, là, donc sur le mur est semi-enterré. Et on a agrandi les 2 fenêtres aussi en latéral sur la façade ouest. Et donc on a une surface de plancher de 76,50. Donc on voit qu'on a perdu 12-13 mètres carrés de surface à cause de l'isolant, ce dont on va parler maintenant. Donc là, le plan de l'étage et une coupe de principe après. Donc vraiment, on est sur un volume très classique d'une longère. La coupe longitudinale. Et voilà, Et- peut-être. Donc Johan, ouais, Oui, je rebondis juste là-dessus. Du coup, j'ai intégré cette modélisation 3D là, sous logiciel, hein, du coup, en fait, qui me permet de calculer les ombrages du site. On voit qu'en fait, on a fait avec l'environnement existant. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour, il me semble, il y a quelques arbres qui ont été taillés du coup côté est. Mais globalement, voilà, on est sur un site quand même environnant assez boisé. Et puis on a les masques des bâtiments alentours. Donc voilà, à l'est notamment, on voit qu'on est assez fermé. Donc en fait, le travail là, c'est là où on a dû un peu s'y jouer avec ça, mais ouais, plutôt une ouverture à l'ouest, ce qui est généralement mais, c'est mais avec l'existant, on est quand même limité sur les. Voilà, on a un existant qui est implanté d'une certaine façon, donc il faut faire avec de toute ça. façon. Ouais. Donc après, on va dérouler un petit peu les questions qu'on s'est posées quand on aborde comme ça une rénovation sur un existant qu'on ne peut pas vraiment toucher. Donc il y a la question de l'isolation, évidemment, ITI ou ITE. Il y a aussi comment on limite les ponts thermiques, parce que là, on ne maîtrise pas pareil, on a des particularités auxquelles il faut s'adapter. Le problème des remontées capillaires, qui est vraiment un sujet sur ce genre de construction. Et aussi, ça va avec le comportement hygrothermique des parois. Comment on fait par rapport à l'ITI et l'ITE, moi, donc la demande du client, c'était vraiment d'être en passif et en certification assez vite. Il nous a dit de passer en certification. Donc la question je pense qu'il avait en tête d'être en ITE. Moi, j'ai un peu écarté ça assez rapidement parce que même si c'est l'ITE, c'est un peu le mode d'isolation que le passif pousse à faire, mais pour quelques raisons, moi je pense que c'est pas l'idéal. Donc il y a le fait que l'ITI respecte comment dire, on pourrait mieux respecter l'architecture traditionnelle donc en pierre apparente. Il y a la question de la maîtrise des coûts aussi, c'est-à-dire que là, on reste sur des techniques conventionnelles qu'un plaquiste sait faire dans tous les bâtiments. Il faut juste qu'ils soient plus soigneux. Et aussi, au final, on a une gestion cohérente des ponts thermiques parce que en ITE, on se crée des problèmes aussi en fondation qu'on n'a pas en ITI au final. Mais effectivement, l'ITI pose des problèmes. On a une perte de surface habitable conséquente, surtout en passif, où on a des épaisseurs d'isolant autour de 30 cm. Donc on perd beaucoup de place. Il faut le prendre en compte et prévenir le client, évidemment, très vite et adapter le projet en fonction. Il faut gérer les risques de condensation liés à la forte isolation des murs. Il y a les questions, évidemment, dès qu'on a un plancher intermédiaire, c'est le pont thermique du plancher intermédiaire. C'est vraiment le sujet quand on fait de l'ITI. Et la gestion des remontées capillaires aussi, comment on gère des murs qui pourraient être humides. Et on a une inertie modérée aussi à cause de l'ITI, quoi. Donc peut-être que tu peux le développer. Ouais, là, du coup, suite à ce que vient de dire Jean-Charles, là, en fait, on a essayé de travailler, du coup, sur des complexes d'isolation qui pourraient répondre à tous ces critères-là. Donc ici, c'est juste quelques petits détails, donc avec la structure des parois. Donc on a en fait, on a une partie basse sur 3 rangs
où on est parti sur du béton cellulaire type Ytong multiport. Que je développerai tout à l'heure. Voilà, on en reparlera un peu plus, mais voilà, qui est un matériau qui a des bonnes propriétés pour être mis en partie basse de cette typologie de bâtiment, donc en 200 mm, et on a en plus rajouté du coup un doublage de 45 mm supplémentaire pour viser un coefficient U admissible en passif. Sur la partie haute, c'est un peu plus traditionnel. Bon, on est quand même parti sur 200 de laine de roche pour le coup, et un complexe aussi de doublage de 45 identique à celui en dessous. Et là, forcément, du coup, comme on est sur une typologie d'isolant avec un meilleur lambda, on a une résistance thermique plus élevée. Et là, au-dessus des 3 rangs jusqu'au premier étage. Vis-à-vis du terre-plein, là-dessus, on a essayé de maximiser aussi l'isolation. Donc, on est sur 2 couches de polyuréthane sous chape. Donc, souvent, après ce matériau-là, c'est le compromis pour essayer de épaisseur performance qui est choisi en conception passive pour éviter d'avoir des épaisseurs trop élevées et de décaisser. Il y a un gros travail aussi qui a été fait de décaissement sur le site. Donc, et là, on arrive à maximiser aussi la performance sur la partie de la dalle. Vis-à-vis des rampants, on a dû travailler avec la charpente existante. Donc, on se retrouve avec plusieurs couches d'isolant. Là, on a décidé de rester aussi sur de la laine de roche. Et du coup, on se retrouve avec plusieurs épaisseurs. On a finalement 3 couches. Donc, en rampant du 120, 120 et une dernière couche en 80. Et pour les combles, on a réussi à pousser un peu plus sans trop perdre du coup en hauteur sous plafond, puisque la charpente existante était déjà assez basse. Et là-dessus, du coup, on est sur une bonne épaisseur totale isolant, donc de 100, 200, plus 140. Et du coup, là, en toiture, on a réussi vraiment à maximiser la performance. Donc, pour revenir sur par rapport au plancher R+1, donc la façon donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était que pour des raisons d'aménagement, il fallait qu'on descende en fait le plancher du R+1, et on en a profité en fait pour recréer complètement un principe de charpente. Donc moi j'imaginais donc de bosser avec un plancher en fait à la française avec 4 porteuses, donc 4 poutres transversales qui permettent et donc qui portent dans le sens longitudinal après un solivage, ce qui nous permet d'avoir uniquement 8 points de contact entre la charpente et la maçonnerie, et que le solivage soit complètement décalé, sans aucun contact avec la paroi extérieure, quoi. Donc ce qui nous permet vraiment de limiter on n'a aucun pont thermique linéique conséquent. Donc là, voilà, on voit un peu l'intérieur. Une fois qu'on a enlevé le solivage, on voit un peu les moignons des anciennes solives, donc qui multipliaient les ponts thermiques. Et là, on voit l'empochement là, qui est préparé pour la mise en place de 2 grosses poutres en chaîne au centre, et il y a deux poutres lamellées collées en pignon. Voilà. Et donc le résultat, voilà, c'est qu'on a les 2 poutres et les 8 points ponctuels. Voilà, les solivages. Ouais, là c'est un petit détail pour rebondir sur les photos du chantier, en fait, les détails qu'on avait imaginés et qui ont été mis en œuvre. Donc là, on retrouve du coup les poutres bois, donc de sections assez importantes, mais finalement on est sur des très faibles largeurs. Donc la valeur du pont thermique ici, qu'on a réussi à atténuer au maximum, on reste sur du bois. Donc voilà, on a évité toute autre forme de poutre métallique Donc l'avantage, c'est qu'on réduit le pont thermique. Après, il y a forcément un travail derrière sur l'étanchéité à l'air. Donc sur le petit détail à droite, c'est du coup la membrane verte, finalement.
Donc là, il y a forcément un travail de recouvrement de cette poutre-là de toutes parts pour du coup limiter au maximum, enfin améliorer l'étanchéité à ce niveau-là. Donc là, il y a un travail à faire dessus. Et ici, c'est le détail du coup des solives bois qu'on retrouve dans les Des solives, des poutres, ouais, des poutres, en ouais, pignon. pardon, des poutres bois, ouais, des poutres en pignon dans les angles, qui pour le coup, elles sont encore moins larges, mais du coup qui ont un pont thermique plus ou moins identique, mais sur un lignite beaucoup plus petit. Et voilà, on a le même principe de recouvrement avec une membrane d'étanchéité à l'air pour le traitement. Donc, l'avantage du plancher bois, en fait, c'est que on a une place en fait pour le plénum. Ça crée un plénum en fait pour le réseau de gaines. En fait, c'est toujours en passif, on a toujours ce souci d'assurer la distribution des gaines en tout point du bâtiment pour aller faire du soufflage ou de la reprise. Et là, en fait, on se crée une sorte de plancher creux qui nous permet de passer tous les réseaux de manière voilà, assez claire. Je te laisse. Oui, voilà, bah là, du coup, c'est le même propos, mais c'était les plans de ventilation posés en conception, du coup, qui vont être mis en œuvre, mais on voit qu'on l'a mis dans le caisson de ventilation double flux a été mis dans le plénum de l'entrée, où on a fait un faux plafond plus bas. Et ensuite, on utilise les trames en fait, du solivage pour venir passer nos réseaux d'un côté à l'autre, du nord au sud. Avec des endroits de remontée qu'on voit sur la 3D pour aller repiquer différentes pièces de l'étage. Et la petite astuce, c'est que le solivage, il est posé à mi-hauteur, en fait, qui laisse juste 10 cm au-dessus des poutres maîtresses centrales pour passer tous les réseaux nécessaires, en fait. Donc on est assez serré quand même. On a vu ça sur le chantier, mais Ça reste petite maison, donc mais voilà, un peu. la mise en œuvre est en cours. Voilà. Après, on peut passer au pont thermique d'allage mur, c'est un sujet, je pense, qui peut arriver sur beaucoup de projets. C'est-à-dire que donc ces constructions, donc ces murs traditionnels, ils sont souvent très peu fondés en fait. Donc on trouve, comment dire, quelquefois ils sont fondus de 20 à 30 cm sous le terrain naturel à l'extérieur. Et donc là, il y a un ingénieur de structure qui est passé derrière pour nous. Voilà, on est passé sur un système de banquettes béton armé. Parce qu'en fait, quand on fait le décaissement du terre-plein intérieur existant, en fait, on creuse, on a besoin de on creuse de 40-50 cm pour pouvoir mettre de la place pour le dallage et les épaisseurs de TMS, donc d'isolant sous dallage. On arrive vraiment à des épaisseurs conséquentes et on déchausse assez rapidement les murs. Et donc, il faut les renforcer derrière. Donc, ce qui pose après des questions de pont thermique, parce que pour assurer la continuité entre l'isolant, le TMS du dallage sous chape et l'isolant de l'ITI, on a il y a un petit sujet. Donc en fait, donc en plus, il y a eu des histoires de chantier où la banquette a été réalisée pas tout à fait suivant les plans, donc on a dû, le PHPP s'est adapté en fonction du chantier. Mais dès le PHPP initial, donc Johan a pris en compte en fait trois types de ponts thermiques. Je sais pas si tu peux les. Oui, c'est ça. Bah, en fait, oui, il y a eu initialement, même je crois qu'on n'en avait que deux, parce que les largeurs de banquettes, forcément, théoriquement, on les avait fixées en disant que ça allait être fait comme ça, mais c'est toujours un peu délicat d'avoir quelque chose de droit, notamment sur les longeurs de ce type-là. Donc, voilà, on avait un traitement imaginé à première vue comme ça sur le périmètre, vous voyez en haut à gauche, là, rouge. Donc, la banquette qui était d'une une largeur de banquette de 13 à 24 cm. Là, on est plutôt sur une faible épaisseur. Et en fait, ce qu'on venait faire, c'est mettre un bout d'isolant, un type polyuréthane, contre cette banquette-là.
Et l'idée, c'était de refaire descendre le doublage de 45 mm jusque sur dalle, en fait, pour pouvoir casser complètement le pont thermique avec le recouvrement de TMS 200 par-dessus. Donc ça, c'était le point. Et donc là c'est un cas où la banquette est en fait un peu plus large que. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était la deuxième typologie à l'époque. Donc là, on est plutôt au nord. Et on arrivait quand même à l'idée à faire passer le doublage devant cette banquette-là. Donc on arrivait plutôt toujours à bien traiter le pont thermique. Mais voilà, en fait, on a des ponts thermiques négatifs. Hein, c'est pas rare dans le passif, contrairement à quand on fait un calcul conventionnel de pont thermique en côte intérieure. Mais c'est bien de le rappeler parce que ici on a des épaisseurs de murs très larges du fait des murs pierre. Et quand on fait un calcul, en fait, le calcul de pont thermique, c'est un réajustement du calcul des surfaces dépertitives qu'on a fait au préalable. Et là, en fait, vu qu'on travaillait en côte extérieure passive, on avait finalement plus de surface que la réalité dépertitive que la réalité, puisqu'on comptait double certaines zones. Donc voilà, d'où un pont thermique négatif, donc on arrive encore à le traiter correctement pour du passif. Et le dernier détail, là, du coup, dernier pont thermique qui est arrivé en chantier. Qui est arrivé en chantier, donc c'est un bout de la banquette à l'ouest qui était beaucoup plus large que prévu. Donc on ne pouvait plus faire passer le doublage filant devant. Et donc on a demandé à mettre en œuvre toujours un petit bout de TMS en bout de banquette. L'idée, c'est de fixer le rail bas sur la banquette débordante. Et donc on arrivait toujours à traiter le pont thermique qui reste très acceptable. Je fais un point aussi sur l'histoire donc les problèmes de remontée capillaire qu'on a sur ce genre de bâtiment. Donc là, on a fait le choix de dégager, en fait. Donc c'était un bâtiment qui était semi-enterré côté est principalement, avec des petits retours en pignon nord et en pignon sud. Donc là, on voit le pignon sud et le mur goutreau est. Donc quand on fait ça, en fait, le problème, c'est qu'on fait apparaître souvent une maçonnerie qui est beaucoup moins bien montée parce que c'était prévu pour être semi-enterré. Et donc, on doit traiter ça en enduit il y a un enduit de soubassement qui va être appliqué sur ces pierres. Évidemment, soigner le drainage, faire un drainage périphérique et rejoindre l'ensemble des façades, quoi. Mais en fait, après l'étape que vous voyez en photo, là, l'effet est vraiment, comment dire, on avait de la mousse verte à l'intérieur côté est, et ça quelques semaines, quelques mois, ça a vraiment bien séché les choses. Et de toute façon, pour faire de l'habitable, on a cette problématique que pour faire du mur semi-enterré, normalement, c'est pas réglementaire. Donc, pour un bâtiment de travail, ça pourrait être tolérable, mais pour l'habitable, c'est pas le cas. Voilà, donc le résultat, ça c'est le mur est avec le pignon. Donc, comme il n'est pas visible, on n'a pas trop d'enjeux esthétiques, mais il faut accepter les pierres irrégulières. Toujours par rapport aux remontées capillaires, donc Johan parlait de la composition de parois tout à l'heure courante. Donc le choix qu'on a fait, c'est sur 1 mètre de haut, de mettre du multiport. Moi j'avais un peu peur d'aller amener la laine jusqu'au dallage. Donc on a choisi une sorte de béton allégé qui fait isolant. Qui permet de se garantir que s'il y a une remontée capillaire, c'est souvent sur le premier mètre que ça se passe, en tout cas notre isolant il bougera pas, quoi. Et donc ça a été collé en plein sur l'enduit intérieur à la chaux qui avait été demandé par le fabricant de membrane SIGA pour la diffusion de vapeur d'eau, quoi. Donc le défaut du multiport, c'est qu'on est sur un lambda assez moyen à 0,045. Donc on reste c'est un isolant, mais qui est quand même moins bon. Il a des propriétés aussi de perspirance qui étaient intéressantes parce que du coup,
éventuellement, si malgré tout le traitement qui a été fait, on retrouve de l'humidité dans le mur pierre derrière, normalement, il est censé aussi pouvoir sécher via l'intérieur. Donc, c'était aussi l'avantage de ce matériau-là, en plus de ne pas craindre du tout l'humidité. Donc là, juste une photo de l'enduit qui a été appliqué sur 30 mm, donc qui avait été demandé par SIGA là, pour une bonne diffusion de la vapeur d'eau. Et donc là, c'est une photo là, sur la membrane frein-vapeur. Donc, on a choisi, pareil, donc chez SIGA, il y a une membrane, la Majorex 200, qui est vraiment spécifique, qui est très adaptée pour les murs en pierre avec perspirance, comme ça. C'est une membrane hygro-variable qui est capable de prendre de l'humidité et de sécher. Peut-être que tu peux. Ouais, c'est ça. Elle a un coefficient de transmission de vapeur d'eau qui est variable en fonction soit de l'humidité interne à la paroi, soit de l'humidité ambiante. Donc, elle est capable de s'ouvrir dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça permet le séchage en été. Ça permet de bloquer complètement l'humidité interne aussi liée au comportement des âgés dans la paroi. Donc, voilà, elle est vraiment recommandée pour des parois complexes, ou en tout cas pour des complexes de parois à risque. Et en plus, on a eu derrière la validation de SIGA. Et c'est vrai que là, on a fait le choix aussi de descendre, de ne pas s'arrêter à la laine de roche, en se disant que on la descend aussi sur multiport, qui est censé être en tant que béton cellulaire étanche, mais pour l'étanchéité à l'air, en tout cas, on a préféré gérer ça jusqu'au dallage, comme ça, on s'assure qu'on arrive à nos objectifs. Voilà. Et je pense qu'en timing, ça va être assez. Et donc après, pour les menuiseries extérieures, il y a eu au début du projet, j'avais commencé à regarder des poses un peu hybrides où on mettait la menuiserie dans le plan de l'isolant. Mais on a fait des simulations, et en fait, ça posait quand même des problèmes la fenêtre se retrouvait à 50-60 cm à l'intérieur du plan de la façade. Et en plus, au niveau de la pose, ça nous posait quand même pas mal de soucis. Donc, on est revenu à une pose traditionnelle. Il y avait des percements existants avec donc un écoinçon, une petite feuillure là. Et donc, on est parti là-dessus. Et en jouant un peu avec les épaisseurs de dormant que proposait, donc on a bossé avec un Ternord, on a réussi à traiter le pont thermique correctement au niveau des tapés. Ouais, c'était ça un peu l'enjeu. Oui, du coup, après, là, on parlait du triple. Voilà, on a fait du choix de triple vitrage partout sur le bâtiment. Les protections solaires intérieur et extérieur qui étaient adaptées. Extérieur pour les Velux et intérieur pour les fenêtres, étant donné que vu le bâtiment, c'était dur d'intégrer du coffre. Faut qu'on accélère, Rémi, ça sur la fin. C'est bien, j'apparais, vous comprenez. Ça serait bien qu'on garde au moins 5 minutes pour les questions, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Ouais, on arrive bientôt à la fin. Les menuiseries, voilà, les petits détails, les appuis de menuiserie donc existants et créés ressemblent à ça typiquement. Donc on arrive toujours en fait là du coup on a créé un rejingot spécifique partout identique, mais qui nous permettait d'avoir un bout de polyuréthane aussi à caler sous le châssis. Et ensuite, on a décidé de faire un recouvrement au maximum avec une épaisseur de laine de roche, de façon à essayer de maximiser le recouvrement du dormant. Donc, on a traité ça comme ça pour les tableaux existants dont parlait Jean-Charles. Là, du coup, c'est pareil, on essaie d'aller glisser du polyuréthane là où on peut, parce qu'on a très peu d'épaisseur disponible, donc il faut aller chercher de la performance. Et c'est grâce à ces matériaux-là qu'on arrive à gérer le pont thermique. Et après, sur les percements créés, c'était un peu plus facile parce qu'on a pu créer un écoinçon plus conséquent, et donc on a pu placer plus d'isolants, et c'était. Ouais, c'est ça. Là, sur ces parties-là, les tableaux créés, on a eu moins de soucis.
Très rapidement, pour ceux que ça intéresse, on pourra peut-être, s'il y a des questions là-dessus, hein, mais on est sur une ventilation double flux Zehnder, donc 92% de rendement. Sur la production d'eau chaude sanitaire, on a fait le choix d'un chauffe-eau thermique dynamique split, donc avec unité extérieure dehors, groupe extérieur. On a une récupération de chaleur sur les eaux grises via un échangeur type shower pipe vertical. Qui a un 64% de rendement nominal annoncé. Et au niveau du chauffage, on est sur du classique du joule électrique, donc on arrive avec quelques petits émetteurs de panneaux rayonnants à chauffer toute la maison sans souci. Et en photovoltaïque, ça c'est encore à trancher, mais on avait cette idée-là peut-être d'installer un capteur aussi plug and play extérieur pour gérer les talons de consommation du bâtiment. Et puis à un moment, c'était aussi pour pouvoir passer les critères passifs, mais on a réussi à s'en dédouaner. Vis-à-vis des résultats, voilà, le projet, on passe sous la barre des 5% de surchauffe estivale sur le projet, mais ça c'est parce que voilà, les protections solaires, on a dû faire avec l'existant, sans pouvoir intégrer forcément de protection solaire extérieure partout, donc c'est ça qui a un impact. En besoin de chaleur de chauffage, on est à 18, donc en dessous de la barre des 20 demandés. Et la valeur du projet, donc on est passé sur de l'énergie primaire renouvelable, qui est un critère alternatif l'Enerfit, et du coup on est sur des valeurs inférieures à la valeur cible. Et pour finir, un petit graphique de répartition donc, des gains, hein, les besoins de chaleur, donc on compense par le système de chauffage, hein, les 18,2 dont on parlait. En apport solaire, on a 25,3 kWh/m². On a un certain nombre d'apports internes aussi. Et des ponts thermiques négatifs qui sont importants du fait de la largesse des murs pierre notamment. Au niveau des pertes, on a surtout les murs extérieurs qui sont les plus importants, les fenêtres, derrière les toitures planchers, et ensuite on va retrouver aussi du coup l'étanchéité à l'air, la ventilation, qui sont un peu moindres. Voilà pour le bilan énergétique du bâtiment à ce stade-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les deux. Alors, on y va sans plus attendre pour les questions. Je ne vous cache pas qu'il y a un sujet qui a pas mal occupé l'espace sur le chat. C'est la question des matériaux, du choix des matériaux. Pourquoi pas de biosourcés retenus pour l'isolation ou une chape en chaux? Pourquoi tu peux répéter le début, Rémi? Pourquoi finalement vous êtes tourné exclusivement sur des isolants conventionnels et pas de biosourcés? Ouais. Bon, alors là, je pense que c'est un échange aussi avec le client, et c'était pas une demande spécifique du client. Après, c'est vrai que le passif, de toute façon, pose toujours cette question de l'objet du passif n'est pas il n'y a aucune exigence en biosourcé. Et même si après, il y a des expériences qui se sont faites et qui peuvent marcher, mais on n'a pas du tout d'exigence à ce niveau-là. Et après, c'est des questions par rapport à l'humidité. De budget aussi, peut-être. De budget, il y a une question de budget, et puis il y a une question de comportement par rapport à l'humidité, en fait, aussi des parois. Même si je sais que ça peut faire débat, hein, mais alors on est parti sur de l'isolant effectivement minéral. Ouais. Après, voilà, là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est sur une longueur pierre très compacte avec peu de surface habitable au départ. Les matériaux biosourcés, si on pense à de la laine de bois par rapport à de la laine de roche, par exemple, ce choix-là qui peut être intéressant. À épaisseur égale, on a des performances énergétiques un peu moindres, des performances thermiques un peu moindres. Donc, du coup, ça nécessite d'empiéter, de mettre une plus grosse quantité, d'empiéter un peu plus sur la surface habitable. Quand je pense aussi à la dalle chaude au sol, où souvent ce qu'on peut imaginer, c'est d'aller isoler avec des panneaux de liège sur de la longère pierre, parce que respecter le bâti ancien, et je peux comprendre, mais c'est toujours la question de, en fait, on vient doubler les épaisseurs d'isolant sous dalle,
Ça pose des questions sur le décaissement, c'est derrière des travaux de structure supplémentaires. Est-ce que doubler en passant en biosourcé, mais doubler l'épaisseur, ça a un sens par rapport à aller chercher un matériau plus performant et moins épais? C'est toujours la question. Donc là, ouais, il y avait pas je pense, cette volonté même d'aller faire du biosourcé sur ce projet-là. Plus de ça, du coup, le maître d'ouvrage fait une bonne partie des travaux seul. Voilà, donc le compromis a été de s'orienter sur de la laine de roche un peu, voilà, avec un poil plus de densité que de la laine de verre, par exemple. Mais ça aurait pu être envisageable. On aurait dû aussi travailler le projet différemment pour aller en certification, puisque du coup, peut-être augmenter les épaisseurs d'isolant, travailler un peu plus sur des points encore singuliers. Et tout ça, derrière, forcément, ça a des coûts hein, que la maîtrise d'œuvre doit tamponner derrière. Donc voilà, on est parti sur ces choix-là. Sur la question de l'usage des biosourcés, je peux juste renvoyer à un certain nombre d'échanges qui ont eu lieu, qui sont accessibles sur notre site au moment du Passive Rise, du terme Passive Rise, où la question a été très largement abordée. Voilà. Je mettrai un lien dans les éléments de restitution. Quelques questions sur la condensation, le risque de condensation, notamment à la jonction isolant-mur. Est-ce que vous avez réalisé un calcul statico-dynamique de migration de la vapeur d'eau? Et peut-être en complément sur les modélisations, est-ce que vous avez fait une modélisation sous Wi-Fi? Alors du coup, c'est à quelle jonction la question? Je vais essayer de revenir un peu en arrière, mais c'est aux jonctions mur, c'est ça? Ouais, mur, isolation et mur. On regarde l'épaisseur de l'isolant. Oui, là, après, de toute façon, les calculs Ubacus en statique, ça c'est nécessaire pour s'assurer que ça fonctionne. Là, on reste quand même sur des complexes assez classiques. Moi, personnellement, j'ai pas réalisé de calcul Wi-Fi, mais c'est pour ça qu'on a fait appel aussi à SIGA, donc le vendeur de membrane, les fabricants de membranes, pour faire un calcul en interne dans leur bureau d'études. Qui nous validait en fait le complexe de parois complet. Donc on a une petite note de calcul de leur part qui nous a dit que ça fonctionnait avec la membrane Magerex. C'est là aussi où on a découvert qu'il fallait rajouter cet enduit chaud de 3 cm qui n'était pas au début pas forcément prévu dans nos esprits, mais qui permet de faire une homogénéité en fait de la surface pierre pour assurer la diffusion de vapeur d'eau dans le complexe de parois et permettre un séchage derrière. Mais là-dessus, non, il n'y a pas de problématiques qui ont été rencontrées dans les calculs. En tout cas. Peut-être pour conclure, une dernière question, en tout cas à l'oral, concernant le confort d'été. Est-ce qu'il y a eu des études spécifiques qui ont été menées, notamment avec des scénarios un peu défavorables, type projection 2050? Non, pas sur ce dossier-là. Là, on s'est basé sur le calcul du PHPP pour calculer le degré de surchauffe, mais j'ai pas simulé de projection 2050. Ça pourrait être intéressant de le faire d'ailleurs. Je pense que ça pourrait être quelque chose à présenter à la maîtrise d'ouvrage, mais non, sur ce projet-là, il n'y a pas eu d'STD de réaliser non plus. C'est vrai que le PHPP sur de la maison individuelle, pour avoir travaillé sur les deux, faire de la simulation thermique dynamique est assez fiable sur ce genre de bâtisse. Donc, on s'est basé sur le résultat PHPP. Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux, Léon et Jean-Charles, pour ce partage. Il y a énormément de questions dans le chat qu'on n'a vraiment pas eu le temps d'aborder. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous retransmette ces questions et que éventuellement vous puissiez y apporter quelques éléments de réponse, même succincts par écrit, et qu'on puisse partager ça avec la captation du webinaire, le support que vous avez présenté sur notre site web. Oui, il est largement temps de conclure. Merci à vous tous. Merci à vous qui êtes venus nombreux, qui avez posé beaucoup de questions. Merci encore, Yann et Jean-Charles.
Et on vous donne rendez-vous au mois de septembre pour notre prochain webinaire qui sera dédié à la démarche bâtiment durable de Bretagne qui est portée par Bâtilab. Très bon été à vous tous et à très bientôt. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Bonne journée.